Non, il y a lieu de continuer de se battre. Il y a lieu de continuer de vouloir ce que nous voulons. Un pays qui tourne pour l'ensemble de ses fils. Un pays qui fonctionne non pas pour ceux qui nous avaient colonisés hier, qui continuent de nous aimer et qui ne veulent pas nous lâcher, et pour les serviteurs qu'ils ont désignés et qu'ils ont laissés en place et dont ils suivent le parcours et qu'ils choisissent souvent à nos dépens. Il faut continuer de nous battre pour que ça change. Et je suis venu justement parce que nous sommes dans les jours qui ont suivi l'indépendance, exprès avec ce livre d'Aimé Césaire que j'aime bien. C'est pas pour lire le livre, mais simplement pour rappeler que dans ce livre, le décor avait déjà été planté par ce grand écrivain, ce grand anti-impérialiste qu'est Aimé Césaire. Et puisque j'ai apporté le livre, si je dois citer quelque chose là-dedans, je dois évoquer la scène dans laquelle le roi des Belges, un certain Basilio, disait sa satisfaction d'avoir fondé le pays, d'avoir bâti le Congo, et sa joie maintenant de le remettre entre les mains de ses enfants, les Kasavubu, le président Kasavubu. Lui aussi, il dit sa satisfaction et il rassure son papa, le roi des Belges, que le sage enfant qu'il est va continuer, rien ne sera aboli, tout sera au contraire accompli, c'est-à-dire on sera dans la continuité de ce qu'ils ont fondé. Et quand le tour de Lumumba est arrivé et qu'il a pris la parole, il a dit « Moi, sire, je pense aux oubliés ». Et nous en sommes toujours là. Oui, mais ça, c'est pour le Congo. Au Bénin, il n'y a ni papa ni fils. Sinon, qui sont-ils, à votre avis? C'est le même système. Nous, on n'a pas eu les Belges comme papa, comme colons. On a eu les Français qui ne nous lâchent pas. C'est eux qui frappent notre monnaie. C'est eux qui décident dans l'ombre de ce qui est bien pour nous, de ce qui n'est pas bien pour nous, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Si on a des matières premières, c'est à eux de décider de ce qu'il faut en faire, pas nous. Si on a de l'argent, c'est encore eux qui sont derrière pour que cet argent leur revienne. Il y a plein de semblants d'aide et tout ça. En réalité, c'est un marché de dupes et c'est eux qui s'enrichissent. C'est eux qui, à nos dépens, se surdéveloppent. Et nous, on porte le monde. Nous, on les porte sur notre dos. Professeur Albert Gandonou, n'est-ce pas des clichés que de voir les choses de cette manière-là? Est-ce les colons qui sont encore là aujourd'hui à répondre de la gouvernance de nos dirigeants? Ben, je vous donne un petit fait. Quand nos dirigeants sont là et qu'ils détournent, gèrent mal les biens publics, qu'ils volent nos sous, qu'ils pillent nos ressources, on ne leur dit rien. Mais quand ils ont maille à partie avec la communauté, ils savent où se trouvent leurs sous et ils décident de geler ce fonds. Donc, ils savent ce qui se passe. Et quand c'est dans leur intérêt, le peuple peut souffrir, le peuple peut crier, le peuple peut être écrasé, opprimé. Ça ne leur dit rien. Ils ne sont pas là pour nos intérêts. Le général de Gaulle a bien dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Alors si, comme c'est l'apparence, il nous aime tant que ça, il veut nous aider tant que ça, c'est qu'il y a mal donne, il y a la réalité est plus profonde, est en profondeur, c'est pas à la surface. Et donc, je crois que après bientôt 60 ans, nos regards sont exercés pour voir que la réalité, ce n'est pas ce qui apparaît. L'histoire du franc que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on produit toujours à Chamalières, quelque part en France. Bon, quelle est cette amitié-là qui va faire que quand on vend nos marchandises à l'étranger, le coton par exemple,
et que ça nous rapporte des devises, nous devons nous arrêter au Trésor français pour déposer 50% de ces... Avant, c'était bien plus. 50% de ces ressources au Trésor français est revenu chez nous avec le reste. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, nous sommes toujours les enfants. Il ne peut pas gérer une banque centrale, il ne peut pas gérer leur monnaie. Heureusement que des pays africains gèrent leur monnaie. Le Ghana a sa monnaie, le Nigeria à côté, etc. On raconte des histoires, mais c'est des pays qui tournent. Peut-être que ça va prendre fin avec l'écho annoncé. C'est ce qu'on pensait. Jusqu'au jour où on a entendu Ouattara, le bon enfant, parce que quand j'ai apporté ceci, c'est pour ne pas oublier les enfants, qui dit non, ben, le franc CFA va s'appeler ECO, c'est tout. C'est tout. Bon, donc la messe est dite. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité lorsqu'on sait que ce écho va s'étendre au Nigeria, au Ghana et aux autres pays qui ne sont pas dans le Dans un premier temps, je crois que ces pays-là vont garder leur monnaie. En fait, il faut qu'on continue le combat. Cette histoire de monnaie, c'est une question d'intérêt. Si ça ne rapportait rien à la France, si ce n'était pas de l'intérêt de la France de garder la situation à l'État, il y a longtemps ils se seraient débarrassés de ça. Mais ça leur profite. Comme j'ai dit rapidement tout à l'heure, mais c'est plus vaste encore. Et donc, nous, on ne peut pas rester les bras croisés. On ne s'est pas encore assez battu. Hein. Ça a bougé un peu. Les francs-maçons ont pris position, Kémy Séba s'est battu, bon, etc. Mais ce n'est pas encore massif. Et là, tant que ce n'est pas massif, bon, ils font les choses, ils accommodent les choses à leur goût. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Beaucoup ont cru que c'est des mots, on a toujours entendu l'impérialisme, etc. Oh, maintenant, on a vécu suffisamment de choses pour voir que c'est toujours le prolongement de ce système de domination qui nous plombe depuis tant d'années. Sinon, nous avons d'énormes capacités. Nous avons même des ressources humaines que nous gaspillons mais de manière incroyable. De manière incroyable. La jeunesse qui est formée dans nos pays aujourd'hui peut relever bien des défis. Mais il faut la mettre au pied du mur. Il faut la mettre au pied du mur. Mais comment? En mettant des ressources à disposition, en ouvrant des chantiers. Bon, vous prétendez avoir telle et telle compétence, allez-y, ils vont se dépasser. Vous pensez que le boulet qu'on traîne depuis 59 ans, 60 ans, c'est plus économique? Oui, c'est d'abord économique. C'est d'abord économique, mais la politique se charge de maintenir la situation économique en l'état. Et depuis 60, tout ce qu'on a eu, c'est ça. Les chefs d'État, quand ils sont en difficulté de paiement, ils vont chez papa pour demander... Papa. Ils vont en France. Alors, moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vu les Soglo revenir de... Je ne suis pas revenu les mains vides. D'où ça? Bon, donc nous avons un pays que nous avons le devoir de faire tourner, de rendre productif. Bon, mais nous sommes là à croire que le salut va venir de l'étranger, de l'extérieur. Et c'est notre drame. Donc après les Soglo, les Magas, tout ça, bon... Justement, vous avez une conscience politique certainement depuis longtemps, en tout cas depuis 1977. Vous avez fait votre adhésion au Parti communiste du Bénin. Peut-être vous êtes même né, hein, votre conscience politique est née avec le Parti communiste du Bénin. Mais vous avez vu des régimes changer, mais rien n'a changé concrètement. C'est quoi le problème? Quelle est la panne? Il y a beaucoup de choses à dire pour répondre à cette question qui paraît simple. Mais je reviens à la jeunesse. Moi, j'ai eu une jeunesse dans un contexte qui formait à l'anti-impérialisme. Toi, comme ça, tu ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Au collège, à l'université, les syndicats que nous avons étaient en lien puissant avec les syndicats du monde des travailleurs et l'anti-impérialisme était vraiment notre flambeau. Et donc, ça nous a formés au combat, à l'oubli de soi, à la confiance en soi et à la volonté de changer les choses. D'abord, la lucidité.
avoir une lecture claire des choses, ne pas se laisser duper. Et j'ai été responsable étudiant, premier responsable à l'université, l'UNB à l'époque et tout ça. Donc c'était déjà une école d'apprentissage, de patriotisme, de combat, d'amour du pays. Et je me souviens que quand Kérékou est venu, il a surfé sur ça. Vive la révolution, on était contents, on a applaudi, bon, on était encore naïfs. Et rapidement, on a vu que non, c'est une dictature qu'il installait. C'est un moyen de tenir le pays qu'il mettait en place. Et rapidement, on s'est dressé comme ça. Et quand il a choisi le socialisme comme le marxisme-léninisme, comme je ne sais plus comment il disait les choses, comme le socialisme comme sa voix, le marxisme-léninisme comme son flambeau, je ne sais plus. Son idéologie. Et comme voilà. On s'est dit, c'est grave pour notre peuple. C'est là que le Parti communiste du Bénin s'est créé. Il y a d'abord eu l'Union des communistes du Bénin, j'en étais, et le Parti communiste s'est fondé fin décembre 1977. Pour que notre peuple se dise, ah, lui dit qu'il fait le communisme, et puis eux, et son parti communiste contre lui. Déjà pour que cette contradiction éveille les gens. On a payé le prix fort pour cela. Mais ça a conduit à sa défaite. C'est-à-dire les libertés qu'il avait confisquées ont pu lui être arrachées. Mais le pain qu'on réclamait n'est pas toujours disponible. Et c'est ça, c'est pourquoi tout à l'heure la question, est-ce que c'est d'abord économique notre problème? Oui, oui, c'est là. Bon, mais il faut continuer de se battre. Et tu ne m'as posé aucune question sur ça. Le drame aujourd'hui, c'est que les libertés qu'on a arrachées à Kérékou du PRPB, c'est comme si tout se passe comme si on veut nous les arracher à nous. On va y revenir, c'est prévu, mais dites d'abord pourquoi ça ne change pas. Pourquoi on continue à se plaindre? Pourquoi, eh bien, malgré les promesses d'un régime après régime, d'un changement notamment économique, eh bien, ce changement ne suit pas. Il faut le combat. Il faut le combat. Le combat qui doit se battre. Pendant? Qui doit se battre? Ben, j'ai d'abord dit la jeunesse. Et la jeunesse, on s'est arrangé pour la déconnecter du combat. En lui disant non, non, oublie ton idéalisme là, les idéaux, ça c'est la naïveté, l'argent, quoi des mers. C'est la jeunesse de Doudou Démien qu'on a aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui. Mais c'est fait exprès. Moi j'ai suivi ça à partir de 90. Le problème économique, c'est d'abord le problème que les jeunes ont aujourd'hui, non? Mais justement, il faut se battre pour que l'économie, de manière générale, les prenne en compte. Leur donne un avenir radieux. Bon, au lieu de ça, eh bien, on fait de petits mendiants qui sont à courir après ceux qui ont vidé les caisses de l'État, etc. Et ça a été aussi un moyen de nous mettre à la touche. Les communistes ne vont pas avoir l'argent pour tenir. Voilà. Et donc, je me dis, il y a la jeunesse qui a montré sa capacité de mobilisation du peuple, en dépit de son analphabétisme en français. Mais le peuple, justement, puisque les langues ne sont pas promues, langue de communication, langue de formation, langue d'administration, etc., le peuple demeure désespérément amorphe, un peu à l'écart des choses. Et ceux qui nous tuent profitent de ça. Et donc, il faut travailler, il faut qu'on se batte, il faut qu'on développe. En venant à ton émission tout à l'heure, j'ai suivi Madame Joséphine Wandia, qui est une grande mathématicienne, professeure de mathématiques, je crois, elle m'a même écrit un prix qui porte son nom. Elle a montré comment le fait de ne pas enseigner les mathématiques, la science dans nos langues, est un handicap sérieux pour nos jeunes. Donc, la science ne se développe pas chez nous parce que nous ne prenons pas les bonnes décisions. Ça nous aurait coûté quoi? De promouvoir nos langues,
Ça aurait demandé des milliards, certainement, on en a. Mais on voit ce qu'on en fait. Ce qui est urgent pour sortir le pays de l'ornière, on le sait, on le connaît, mais on ne le fait pas. Et c'est là. Alors pourquoi on ne le fait pas? On n'est pas libre, on n'est pas indépendant. On est fictivement indépendant. Il faut qu'on sorte de ça. Mais moi je dis c'est un travail, c'est un combat. Et un combat de ce genre, c'est-à-dire changer un système. Un système, c'est comme une machine qui tourne dans une direction donnée. Alors, ça tourne dans la direction de l'impérialisme et puis de notre classe politique prédatrice. Mais il faut travailler à ce que... à retourner la machine dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Vous, les communistes, surtout les communistes de départ, est-ce qu'on ne peut pas conclure aujourd'hui que vous avez également échoué puisque vous n'avez pas réussi à retourner cette machine? Certainement, ce n'est pas pour léguer cette tâche aux générations à venir que vous étiez mis ensemble en 1977. Tant que nous y croyons, on ne peut pas dire qu'on a échoué. On aurait pu dire, en regardant Mandela casser les pierres à Robben Island, qu'il a échoué aussi. Non, tant qu'on y croit, on n'a pas échoué. Et les reculs dans un combat de ce genre sont souvent temporaires. Par exemple, ce que l'argent a fait de notre pays depuis 90, 91. Depuis le renouveau démocratique. Oui. Et c'est Mbeki qui était le premier à donner le top de cette mésaventure. Je crois que nous sommes en train d'arriver au bout de ça. Nous sommes en train d'arriver au bout de ça. Vous pensez? Je pense. Tout le monde ne voit pas ça, mais je pense que nous sommes en train d'arriver au bout de ça. Parce que, premièrement, les gens se disent, mais à force de nous faire payer pour voter, à force de nous faire payer, finalement, c'est l'argent qui est devenu le roi. Mais on vous dit aussi que les gens ne sont pas sortis à aller voter cette fois-ci pour les législatives dernières parce que justement, il n'a pas eu véritablement campagne, il n'a pas eu véritablement de distribution d'argent. Non. Entre autres. Non, les gens ne sont pas sortis parce qu'ils étaient mécontents. C'est tout. Ils étaient mécontents. Pas parce qu'on ne leur donnait pas l'argent, pas seulement parce qu'on ne leur donnait pas de l'argent, mais parce que ils se sont sentis exclus. Et ils s'identifient à des leaders. Ils s'identifient à... Les partis même sont fondés sur des régions, et il faut corriger ça aussi. Il faut qu'on parle patrie et non pas micro-régionalisme et tout ça, ethnie et tout ça. Donc ils se sont sentis frustrés, ils se sont sentis laissés pour compte. C'est pourquoi je vous dis, je pense aux oubliés. Je pense aux oubliés, et comme vous avez dit qu'on y reviendra, j'y reviendrai aussi. Oui, mais est-ce qu'il n'y a tout de même pas de nuance de Kérékou, le révolutionnaire, aux autres régimes du renouveau démocratique, à penser par son propre régime, le démocrate Nicéphore Soglo, Yahi Boni, ils ont tous eu l'intention d'abord de développer économiquement le Bénin. Non, ils ont tous eu l'intention de goûter au pouvoir. Le pouvoir, c'est leur appât. Est-ce qu'il n'y a pas de nuances, est-ce qu'il n'y a pas plus d'efforts selon les régimes? Moi, je veux bien chercher ces nuances-là, mais là, j'aurai mal à la tête. Parce que il faut les voir quand ils sont nommés, même directeurs de cabinet. Et ils vous disent, remerciez Dieu pour moi. Pourquoi? Tu vas aller servir, tu vas aller travailler là-bas. C'est quoi remercier, même directeur de cabinet, je vous dis, remercier Dieu pour moi. Bon, sous Yahi Boni, cela se faisait de manière vraiment grotesque. Le nommé doit organiser une fête dans sa région, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais, à titre personnel, vous avez sûrement reçu des SMS, remercier Dieu pour moi, parce qu'on vient de... Non, mais c'est même pas ministre, hein, DC, par exemple. Vous voyez? Donc, ou ambassadeur. Moi, j'ai un ami qu'on a nommé ambassadeur, il a demandé que je remercie Dieu pour lui. 2 amis même. Et vous ne l'avez pas fait? Ah, bon, je sais pas. Je sais pas. Il est passé à la maison même. Il allait à une messe d'action de grâce avant de rejoindre son poste. Bon. Donc, déjà, ça montre la perception qu'on a de la chose publique. On va s'en accaparer.
on va en profiter. Et ça, c'est à corriger aussi. Et ça sera corrigé par le combat, mais aussi avec le temps. Parce que le temps, c'est le vecteur de l'expérience. C'est le temps qui porte l'expérience et qui fait en sorte que nos yeux s'ouvrent à la réalité. Et quand nos yeux s'ouvriront à la réalité, les yeux de tous les Béninois ou de la majorité des Béninois à la réalité, eh bien, l'indépendance véritable sera arrachée. Qui doit toucher quoi pour que ça change, pour qu'on ouvre rapidement les yeux comme vous demandez? Qui doit toucher quoi? Il faut laisser le temps juste... non, c'est pourquoi j'ai d'abord parlé de combat avant de parler de temps. Il faut combattre. Les émissions que vous organisez à Soleil FM contribuent à ce que les yeux s'ouvrent, que les gens comprennent la réalité, ne se laissent pas tout le temps duper, ne se laissent pas endormir tout le temps. Et donc, à divers niveaux, il y a des actions à mener, à divers niveaux. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui se fait. Bon, maintenant, ceux que ça n'intéresse pas, c'est de bonne guerre, ne voient pas ou minimisent cela. Mais ils peuvent être surpris. Parce que la marche des peuples, ça va souvent lentement. Mais aussi, il y a des bons. Quand ça va lentement, alors on croit même qu'on va nulle part. Et puis, il y a des bons. Et on se dit, mais ces gens-là qui dormaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on a vu ça, on voit ça autour de nous. Hein. On voit qu'il y a des bons. Il y a des bons au Soudan. Il y a des bons en Algérie. Il y a eu un bon au Burkina. Il y a des bons. Donc, on peut être surpris. On peut dormir sur ses lauriers et être surpris de voir que le peuple ne dort pas pour l'éternité. Nous allons parler de ces enfants, les enfants du bon Dieu à présent. Comme un cadeau, pas d'anniversaire, un cadeau de fête, on va dire, à la veille donc de cette fête de l'indépendance est arrivé cet arrêté qui dit que eh bien, les Béninois qui ont maille à partir avec la justice, qui ne se sont pas présentés, eh bien, ne devraient plus avoir un certain nombre de pièces d'actes civils. Quelle est votre appréciation? Comment vous avez pris la chose? C'est toujours... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que on ne cesse pas d'être béninois quand on a maille à partir avec la justice. Et donc, des actes fondamentaux, comme des extraits de naissance, c'est pas les actes administratifs, on devrait les délivrer pour d'ailleurs montrer que les choses sont séparées. Il y a la séparation des pouvoirs. Et donc, mais là, c'est un signal pour nous dire, mais non, rien n'est séparé. Hein. Tout est centralisé. Centralisé où? Centralisé au sommet de l'État, centralisé au niveau du gouvernement, puisque c'est lui qui prend la décision dont vous parlez. Et ça, c'est inquiétant parce que la justice a le droit de poursuivre des gens. Mais ces gens-là ont le droit de demeurer citoyens. C'est d'ailleurs parce qu'ils sont citoyens béninois avec tout ce qu'il faut pour ça que la justice de leur pays peut les poursuivre. Leur réclamer des comptes. Donc, ça, je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, je me contente de dire je ne comprends pas. Donc pour vous, il y a comme une faute de séparation des pouvoirs. Là, il y a une faute à travers ce acte. C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Et ce n'est pas le seul. Mais je vous laisse y arriver parce que ce n'est pas le seul. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De quoi a-t-on peur à ce point? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas continuer de traiter les gens comme des citoyens, même si pour une raison ou pour une autre, bon, ils n'ont pas fini de